Nous sommes le jeudi 30 mai, bienvenue dans les Visiteurs du Soir. Et on démarre cette émission avec une grande question. Des armes occidentales vont-elles être utilisées pour frapper le sol russe? C'est une demande de plus en plus pressante de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et même aujourd'hui soutenu par certains partenaires au sein de l'OTAN. L'OTAN qui se réunit justement aujourd'hui et demain à Prague pour trouver un consensus sur la question. On va en débattre en plateau avec nos experts, mais commençons par ce début d'explication signé Paul Loncin. Des canons français César sur le front en Ukraine. Ici, un missile américain attaque MS d'une portée de 300 km lancé par l'armée de Kiev. Des armes occidentales que l'Ukraine aimerait désormais utiliser pour frapper le territoire russe, d'autant plus que depuis 20 jours, la Russie a lancé une offensive dans le nord-est du pays, juste à côté de sa frontière. L'artillerie de Moscou pilonne désormais l'Ukraine depuis le territoire russe. Nous recevons des images satellites, des renseignements occidentaux, mais nous ne pouvons rien faire pour y répondre. Ce n'est pas correct, nous ne pouvons pas risquer le support de nos partenaires. C'est pourquoi nous n'utilisons pas les armes de nos partenaires pour attaquer le territoire russe. S'il vous plaît, donnez-nous l'autorisation de le faire. Du côté des alliés de l'OTAN, certains ont déjà donné leur feu vert, comme les Britanniques pour certains missiles longue portée ou la Suède pour ses canons. D'autres sont désormais tentés de le faire à leur tour. On doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. A l'inverse, certains pays comme la Belgique ou l'Italie restent réticents. C'est aussi et surtout la position des États-Unis. Notre position n'a pas changé à ce stade. Nous n'encourageons ni ne permettons l'utilisation d'armes fournies par les États-Unis pour frapper sur le sol russe. Washington craint un affrontement direct avec Moscou et veut éviter de franchir une ligne présentée comme rouge par Vladimir Poutine. Les représentants des pays de l'OTAN, notamment en Europe et notamment dans les petits pays, doivent savoir avec quoi ils jouent. Ils devraient s'en souvenir en tant que pays doté de petits territoires densément peuplés. Et c'est un facteur qu'ils devront garder à l'esprit avant de parler d'une attaque sur le territoire russe. Aujourd'hui et demain, les alliés de l'OTAN vont donc négocier pour lever l'un des derniers tabous occidentaux dans cette guerre. Ils envisageront également de revoir à la hausse les livraisons de munitions et de batteries de défense antiaérienne. Et pour en parler avec nous ce soir, bonsoir Frédéric Moreau. Bonsoir Jim. Avocat au barreau de Bruxelles, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste des questions liées à la défense européenne. À vos côtés, bonsoir Edouard Hunter-Christie. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chercheur à l'Institut finlandais des affaires internationales et vous êtes aussi ancien haut fonctionnaire de l'OTAN. Juste avant d'en débattre, vous avez Boris Vanacker qui est près de vous. Bonsoir Boris. Bonsoir. Boris, on va voir avec vous sur le terrain et carte à l'appui. Pourquoi cette décision, elle commence à être vraiment urgente là, Boris. Oui, parce que depuis près de 3 semaines, la ligne de front a un petit peu changé en Ukraine, puisque l'armée russe a lancé une offensive près de Kharkiv. On en a parlé dans le sujet. Kharkiv, on va le voir sur cette carte, c'est un peu plus au nord que la ligne traditionnelle à l'est du pays. Et Kharkiv, c'est surtout la deuxième ville d'Ukraine avec 1,3 million d'habitants. Et elle se situe surtout à peine 30 km de la frontière russe. Et donc, depuis le 10 mai dernier, les bombardements se multiplient tout simplement et sont devenus en fait quotidiens à Kharkiv. L'armée russe bombarde des infrastructures civiles, des hypermarchés, des lieux de résidence aussi. Objectif, forcer les habitants à partir, à fuir tout simplement. Les soldats ukrainiens essayent tant bien que mal d'aider en fait les civils qui sont sur place, mais la ville se transforme petit à petit en ruine. Écoutez. La ville est constamment bombardée. Au cours de la journée écoulée, 32 bombes aériennes guidées ont été enregistrées. Ils détruisent les infrastructures civiles et les maisons d'habitation. Tout est détruit dans la ville. Vous pouvez entendre les explosions constantes. Artillerie, mortier, l'ennemi frappe la ville avec tout ce qu'il a.
Et donc Boris, l'armée ukrainienne, elle souffre, elle essaie de répondre à ces attaques ? Oui, de toucher les troupes, les infrastructures qui se trouvent vraiment juste de l'autre côté de la frontière. Problème, eh bien, les armes et le matériel ukrainien n'en sont pas vraiment capables. Par contre, les missiles américains, britanniques ou français, eh bien, le peuvent. Voilà pourquoi Volodymyr Zelensky a fait cette fameuse vidéo où il se trouve en plein cœur des ruines de Kharkiv pour exprimer sa frustration parce que les missiles, les armes, eh bien, il les a devant lui, mais il ne peut pas vraiment les utiliser. Merci beaucoup Boris, on se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet lié plutôt à la Pologne et peut-être notre manière à nous de prévoir ce qui va peut-être arriver. Frédéric Moreau, les Russes peuvent taper tranquillement sur l'Ukraine, sur des hypermarchés, sur des cibles civiles et nous, on empêche les Ukrainiens de pouvoir répondre quand on sait que les Russes utilisent notre rhétorique pour se mettre juste de l'autre côté de la frontière. Vous trouvez ça normal, vous ? Absolument pas. L'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, ne peut même pas empêcher la Russie de la gagner si on n'autorise pas l'Ukraine à frapper sur le territoire russe. Enfin, c'est une évidence. On leur donne des armes dont ils ne peuvent pas se servir. C'est le comble du ridicule, c'est le comble de l'hypocrisie. Ou de la lâcheté, c'est le summum de la lâcheté. C'est absolument incompréhensible. Et dans votre question, vous êtes d'accord avec ça ? C'est à la fois hypocrite, certains disent stupide aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on les empêche encore de faire ça, selon vous ? Pour les menaces de Poutine qu'on a vues, dont on est habitué à entendre cette rhétorique depuis maintenant plus de 2 ans ? Premièrement, je suis entièrement d'accord et effectivement, j'ai moi-même utilisé sur Twitter, par exemple, l'adjectif stupide pour définir ses limites. Et je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment une ligne rouge de la part de Poutine. Je pense plutôt que c'est une ligne rouge imaginée par certains officiels, notamment à la Maison-Blanche, à Berlin et ailleurs. C'est une manière d'être ultra prudent, de vouloir à tout prix minimiser le plus possible le risque éventuel d'une escalade. Et puis après, ce qui fait qu'on transmet tout le risque et toute la marge de souffrance, si vous voulez, sur les Ukrainiens, et ce qui donne un combat déséquilibré. Et ça n'a aucun sens, c'est mauvais pour la sécurité de l'Europe, tout simplement. L'objectif de l'OTAN et de notre Christie, c'est de maintenir un équilibre, c'est-à-dire aider le plus possible les Ukrainiens, faire en sorte qu'ils ne perdent pas la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du reportage qu'on a vu, l'objectif a changé quand on voit autant d'alliés qui commencent de plus en plus à mettre la pression aussi sur d'autres pour qu'on puisse enfin voir les Ukrainiens, peut-être pas l'emporter, mais vraiment s'écarter le plus possible de cette défaite qui paraît quand même annoncée ? Alors ça, c'est un peu la question clé. C'est quoi l'objectif des Alliés sur cette guerre en particulier ? Parce que l'objectif, si vous voulez, dans l'ADN de l'OTAN, c'est défendre les pays de l'OTAN. C'est pas forcément défendre un pays tiers. On rappelle que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. L'Ukraine n'est pas membre. Toutefois, en fait, le cœur de ce débat, c'est est-ce que les Alliés ont la même vision par rapport à une défaite russe ou une victoire ukrainienne ? Et là, il y a des différences depuis le début de la guerre. Il y a des alliés, notamment à l'Est, sur le flanc Est de l'Alliance. La Pologne notamment, les États baltes, de plus en plus, il faut bien le dire, les Scandinaves, assez fréquemment aussi les Britanniques, plus récemment aussi les Français avec Emmanuel Macron, qui commencent vraiment à vouloir une véritable victoire, ou en tout cas une défaite russe claire, alors qu'aux États-Unis et en Allemagne, depuis le début, il y a des hésitations fortes. Ouais. Au niveau européen, Frédéric Moreau, ça donne quoi un petit peu ces échanges ? Au niveau européen, il y a au minimum 7 ou 8 pays qui se sont déclarés en faveur des frappes dans la profondeur. Il y a la France, bien sûr, on connaît. Il y a la Pologne, il y a la Lituanie, il y a les Pays-Bas, ce qui est une nouveauté. Évidemment, d'autres pays baltes, le Danemark peut-être. Donc oui, je veux dire, la ligne... Ça va arriver, quoi, Frédéric Moreau. Vous le disiez déjà il y a quelques mois sur ce plateau. Hein. Écoutez, vous m'aviez posé la question il y a quelques mois sur ce plateau. Je vous dis, on ne peut pas permettre à l'Ukraine de gagner la guerre si on ne lui autorise pas à frapper sur le territoire russe. Enfin, c'est quand même... Il faut réfléchir 2 secondes. Les Russes sont dans une position... Frédéric Moreau, de sanctuaire où ils peuvent taper sur l'Ukraine et les Ukrainiens ne peuvent pas riposter. Oui, les gens doivent comprendre, ils se mettent même juste derrière la frontière parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent rien faire. Mais maintenant, je vais c'est me un faire permis de tuer, quoi. Hein. Oui, mais je vais faire le porte-parole de certaines personnes devant leur télévision qui, eux, ont peur parce qu'on en parle depuis longtemps de menaces nucléaires, de risque de 3e guerre mondiale. Est-ce que là, c'est pas une véritable escalade ? Est-ce que c'est pas mettre en danger l'OTAN, dont on a rappelé que l'Ukraine n'est pas membre, l'Union européenne, dont l'Ukraine n'est pas encore membre, même si elle a le statut de candidat aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui s'inquiètent et qui disent moi, je ne suis pas ukrainien, je ne veux pas une 3e guerre mondiale ? Alors, si on commence à aller taper avec nos armes sur le sol russe. Alors je vais leur répondre ceci. Premièrement, nous sommes déjà en guerre depuis longtemps, depuis au moins 2014. C'est une guerre hybride, mais dans guerre hybride, le mot important c'est guerre. Ça fait depuis 2014 que les Russes s'immiscient
corrompent, s'immiscent dans nos élections, corrompent, encore vu hier avec le Parlement européen, essayent de déstabiliser et l'Union européenne, et l'OTAN, et les pays occidentaux les uns après les autres, la France en particulier. Donc, nous sommes déjà en guerre. 2, allez, que peut faire Poutine si on va autoriser les Ukrainiens à frapper sur le territoire russe ? Est-ce qu'on croit sincèrement qu'il va envoyer une bombe atomique sur l'Allemagne, sur la France, sur la Pologne ? Poutine sait très bien que nous avons aussi des armes nucléaires et il ne le fera jamais. Et donc la dissuasion, ce qui a marché, il faut renverser la charge de la preuve, il faut renverser la peur, il faut que la peur change de camp, il faut que les Russes aient peur. Voilà, parce que ça ne peut pas durer. Cette guerre est une guerre existentielle pour l'Europe. La capacité la capacité d'être pris au sérieux par le monde entier en tant qu'acteur géopolitique de l'Union européenne dépend entièrement du soutien que l'on apportera ou pas aux Ukrainiens. Pour l'instant, c'est très flou. Même si le soutien est quand même là, mais vous le dites avec des hésitations. Voilà. Vous avez un pays dans l'Union européenne qui est la Hongrie qui bloque tout. Oui, évidemment. On ne va pas là-dessus ce soir, mais Eduard Christie, que répondre justement à ces menaces de Poutine ? Est-ce qu'on doit encore les prendre au sérieux quand on sait que chaque fois qu'il a fait des menaces qu'on a hésité, il en a profité ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui selon vous, Eduard Christie ? Premièrement, je suis 100% d'accord avec ce que M. Moreau vient de dire, c'est exactement cela. Et juste un point sur la dissuasion. La dissuasion des pays qui sont dans l'OTAN fonctionnera infiniment mieux et par contre est en danger actuellement si on n'arrête pas de montrer qu'on a peur et donc on recule, on ne sait pas faire ceci, pas faire cela. Donc la seule ligne qui a un sens, c'est nos valeurs et le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. L'Ukraine a le droit de se défendre sous l'article 51, elle a le droit de taper les cibles militaires en Russie, à la mer, dans le ciel, sur le sol, au Biélorussie si nécessaire, où que ce soit. C'est du bluff chez Poutine alors aujourd'hui ? Et s'il bluffe, c'est qu'il a peur ? C'est comme ça qu'on doit l'analyser ? Non, c'est plutôt une technique d'agression. C'est une technique d'agression, c'est-à-dire qu'il envoie la menace et en même temps il fait sa vraie attaque. L'attaque véritable, c'est une attaque conventionnelle sur l'Ukraine. Une guerre nucléaire, il n'en veut pas parce qu'il a peur des conséquences. Et d'ailleurs, il y a un épisode important peut-être à mentionner, c'est qu'en octobre 2022, des signaux très clairs ont été envoyés et le ministre des Affaires étrangères polonais l'a rappelé récemment, Sikorski, que les États-Unis ont communiqué très clairement à la Russie, si vous utilisez une arme nucléaire, on détruit vos forces conventionnelles en Ukraine. Et ça a été le coup d'arrêt, et il y a eu en plus des pressions diplomatiques de la part de la Chine et de l'Inde apparemment. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut contrôler cette situation, c'est en étant prêt, exactement comme dit votre autre invité, à faire que la peur change de camp. Il faut placer des limites devant Poutine et pas se laisser impressionner par ces menaces. L'escalade, elle est là, Frédéric Moreau. Les Ukrainiens, ils meurent tous les jours sur le front. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui on hésite ? Parce que j'essaie de comprendre, c'est quoi ce statut de co-belligérant ? Et nous aussi, on doit considérer que l'Iran, la Corée du Nord, dans une mesure la Chine, la Biélorussie évidemment. La Turquie, qui permet le passage, la Géorgie d'une certaine façon, tous les pays d'Asie centrale qui permettent le passage de pétrole, etc. Nous tolérons aussi le passage des pétroliers fantômes de la flotte fantôme russe. Quand est-ce qu'on va arrêter ça ? Mais l'escalade ne fait pas peur, Frédéric Moreau, si Poutine décide quand même de faire quelque chose. Mais ce qu'il est en train de faire, ça porte un nom, ça s'appelle de l'intimidation. C'est vrai. Voilà, c'est de l'intimidation, c'est le caïd, c'est le voyou, c'est le mafieux dans la rue qui vient vous intimider pour vous prendre votre portefeuille. C'est ça qu'il fait. Souvenez-vous des mots de Winston Churchill. En guerre, le seul ennemi dont il faille avoir peur, c'est la peur elle-même. Voilà. Les Occidentaux, certains dirigeants occidentaux, je ne les nommerai pas, mais tout le monde sait qui est visé, sont morts de trouille. Ou alors, je ne comprends pas leur... On peut les citer quand même, vous parlez par exemple du chancelier allemand. Ah oui, le chancelier allemand. Ouais. Ça lui pense. Pour quelle raison ? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est un vieux fond de pacifisme ? Est-ce qu'il croit que la guerre va s'arrêter d'elle-même ? C'est quoi cette espèce de valse hésitation ? Je fournis des armes, mais je ne veux pas qu'ils s'en servent. Mais enfin, c'est le comble de la lâcheté et de l'absurdité géopolitique. En parlant d'absurdité géopolitique... Dans Christie, comment expliquer la position américaine aujourd'hui ? Enfin, je veux dire, des positions qui va vraiment vaciller d'un côté ou l'autre par rapport à Gaza, qui ne nous intéresse pas ce soir. Comment expliquer qu'aujourd'hui, avec le nombre d'alliés qui se réveillent avec des phrases très fortes, comment vous l'expliquez, vous, que les États-Unis soient encore vraiment en hésitation ?
Je pense que fondamentalement, Biden est peut-être très similaire, très comparable à Jimmy Carter, donc le président de la fin des années 70. D'une certaine manière, si vous voulez, juste une petite parenthèse sur le comportement des États. Finalement, les États, c'est des entités qui ont leur intérêt national en premier chef en tête. C'est bien de le rappeler. Pas forcément le droit international, pas forcément la justice internationale. Et puis, un État, ça peut pécher par excès de prudence très facilement. Et finalement, c'est ça, c'est du péché par excès de prudence et c'est du cynisme. Ça consiste à dire, dans les esprits de certaines personnes, ah ben peut-être que si les Ukrainiens tombent, mais ça ne sera pas nous. Donc ça, c'est un cynisme extrêmement dangereux parce qu'au final, Poutine ne s'arrêtera pas, il ira plus loin. Et ça, de plus en plus de dirigeants s'en rendent compte. Mais je pense que le problème... Combien de temps il a fallu pour s'en rendre compte et le comprendre? C'est ça qui est terrible, c'est que c'est un phénomène d'apprentissage extrêmement lent. Il faut chaque fois se battre, il faut chaque fois réexpliquer, faire pression, etc. Et c'est toujours les mêmes pays qui se réveillent d'abord et puis les mêmes qui se réveillent en dernier. Mais je pense qu'avec Biden, il y a peut-être un phénomène, je pense vraiment qu'il est très similaire peut-être même à Neville Chamberlain historiquement ou Jimmy Carter. Finalement, c'est un calcul complètement différent parce que l'Amérique est très loin de cette guerre géographiquement. Et le seul risque qui existe, le seul risque vraiment sérieux pour l'Amérique, ça serait une frappe intercontinentale russe. Quand bien même les Américains pensent que la probabilité que ça s'arrive soit minuscule, ils ne peuvent pas penser que c'est zéro. Par conséquent, ils vont être plus prudents que ceux qui sont juste à côté de l'Ukraine, comme les Polonais et les Baltes. Frédéric Moreau. Oui, je suis d'accord. Jusqu'à un certain point, les États, ce sont des intérêts, mais ce sont aussi des hommes. Et là, on a la confrontation de deux hommes, deux personnages qui, au fond, sont assez seuls dans la décision. On a Vladimir Poutine, dont le cariotype psychologique a déjà été établi depuis longtemps. Et de l'autre côté, on a Biden. Et Biden, en réalité, se révèle comme, d'une part, un homme très indécis. On rappelle qu'il y a une élection qui arrive, hein. Peut-être que ça joue aussi, parce qu'on Oui, mais enfin, on voit la même indécision à l'œuvre sur Gaza. Que voilà, il y a des tensions. Je ne suis pas absolument certain qu'au sein de l'administration américaine, ils soient tous alignés avec la position du président. Anthony Blinken a dit, oui, ils font ce qu'ils veulent, une fois qu'on leur fournit des armes, ils font ce qu'ils veulent, etc. Et puis, notre secrétaire d'État a dit, mais non, tout compte fait, notre position n'a pas changé. Donc, il y a des tiraillements au sein de l'administration américaine, mais à la fin, c'est le président Biden qui décide. Oui. Et le président Biden apparaîtra aux yeux de l'histoire comme quelqu'un de très indécis. Oui, on verra évidemment. Ce qui ruine, soit dit en passant, ce qui ruine énormément la crédibilité des États-Unis d'Amérique en tant qu'alliés occidental. Justement, parce que vous parlez de tiraillement, vous parlez parfois aussi d'hésitation, parfois aussi de manque de crédibilité. Boris, la Pologne prend les devants de son côté. Elle va bâtir, écoutez bien, un bouclier oriental à ses frontières russes et biélorusses. Oui, tout à fait. C'est un immense projet qui vient d'être annoncé de 500 km de long, effectivement, et qui va quand même coûter plus de 2 milliards d'euros à l'économie polonaise. Objectif, rendre les frontières infranchissables pour un ennemi potentiel. On devine bien évidemment lequel. Ça passera par des aménagements de territoire, la construction de fortifications. L'opération, elle est baptisée Bouclier oriental et devrait être terminée en 2028. Ouais, la Pologne craint en fait d'être le prochain ennemi de Moscou. Oui, et depuis le début de la guerre et de l'invasion, la Pologne a très vite entrepris la modernisation de son armée. C'est le principal transit aussi des armes occidentales vers l'Ukraine. Et le budget de la défense est d'environ 4% du PIB en Pologne. C'est le taux le plus élevé de l'OTAN. Merci Eduardo Cristi. On se prépare à la guerre. On se prépare peut-être aussi au fait qu'on hésite, alors que les Polonais, eux, savent et préviennent depuis très longtemps de ce qui va probablement arriver. Il faut se préparer à tout et certainement les États qui sont sur le flanc est de l'Alliance, comme c'est pas du tout un hasard, dépensent beaucoup plus, ont des budgets militaires beaucoup plus importants. Ils sont en train d'agrandir leurs forces. C'est vrai pour la Pologne surtout, mais c'est également vrai pour les Baltes, pour les Roumains et d'autres. Et on est bien content d'ailleurs d'avoir la Finlande et la Suède maintenant comme membres. Ça protège mieux ça. C'est des vraies armées aussi. Hein. Et c'est des armées sérieuses et bien équipées. Et puis maintenant, il faut garder la cohésion. Maintenant, c'est important de garder la cohésion parce qu'on a une profondeur stratégique plus grande qu'avant. Donc c'est pas comme pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, les Français ne pouvaient pas sérieusement penser « Oh, le Danemark, c'est très loin, et ça nous est égal si le Danemark se fait oblitérer ». Par contre, maintenant, le danger, c'est peut-être bien qu'en Espagne ou au sud de l'Italie, ou même aux États-Unis, on ait cette impression que, finalement, l'Estonie... voilà. Est-ce qu'on va vraiment se battre pour eux ? Est-ce qu'on va vraiment faire l'effort ? Alors, il faut faire très attention à ça. Frédéric Moreau. Les dirigeants polonais ont tout à fait raison de construire ce bouclier oriental. Dans l'immédiat, ils pourraient déjà
complètement fermer leurs frontières parce qu'il y a toutes sortes de marchandises et de biens de contrebande qui alimentent et qui permettent à l'économie russe de fonctionner, qui passent par la frontière polonaise et par les frontières de la Lituanie. Il y a des exemples qui, dans Sources ouvertes, ont été donnés dans les grands quotidiens, de Rolls-Royce flambant neuf, de 2022 qui sont arrivés à Moscou, des Daimler, etc. Bon, enfin là, il y a quand même un problème quelque part. Qui commence donc à arrêter les contrebandes. Il y a un contrebandier français qui était un espèce de courtier de la contrebande qui a été arrêté en grande banlieue parisienne. Enfin, on marche sur la tête là. Et il faut quand même commencer par empêcher tous ces trafics et rendre les sanctions réellement efficaces. Arrêter de vendre au Tadjikistan, à l'Ouzbékistan, à la Turquie, au Kazakhstan surtout, à la Géorgie. Il faut arrêter de vendre à la Géorgie. De la cohérence aussi, c'est souvent le mot qui revient, évidemment, cohérence au niveau des sanctions, au niveau de et la corruption, et puis la corruption, évidemment, qui est un mal endémique. Merci beaucoup à tous les deux, Édouard Hunter-Christie, Frédéric Moreau, toujours aussi clairs tous les deux. Merci aussi évidemment Boris Vanacker pour la préparation de ce grand dossier.